Bonjour et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Roudian. Je suis votre professeur Romain. Alors, aujourd'hui pour ce cours, on va faire de la compréhension orale. Donc, comme d'habitude, on va écouter un document et essayer de répondre à des questions. Et comme à chaque fois, les premières questions sont générales. Donc toujours quand vous écoutez un document, essayez d'abord de comprendre le contexte, la nature du document et le thème principal. La première écoute doit vous servir à trouver justement les informations principales du texte. C'est uniquement à la deuxième écoute et troisième écoute que vous repérez les détails. Pour la première écoute, il ne faut pas essayer de tout reconnaître, de tout comprendre, de tout trouver, parce que c'est impossible pour le moment pour vous. Donc voilà, je vais vous laisser écouter le document et répondre à ces questions. Alors, première question, quelle est la nature du document ? Bon, vous êtes habitué à ça normalement, on le fait à chaque cours maintenant. Donc, quelle est la nature du document ? Est-ce que c'est un article ? Est-ce que c'est une conférence ? Peu importe. Et deuxième question, quel est le thème principal du document ? Donc, la personne qui parle ou les personnes qui parlent dans ces documents, les intervenants, ils parlent de quoi ? Quel est le thème principal de ce document ? Voilà, je vous laisse répondre à ces questions et je reviens ensuite pour les réponses. Bon courage! Est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal ? Il me semble qu'il y a quelques décennies, elle était assez classique et commune à tous. Aujourd'hui, il me semble que chacun a des attentes différentes. Oui, non ? Je dirais que le point commun peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. L'idée que le couple ne fait sens que s'il permet à un individu ou aux deux conjoints de se réaliser dans leur vie. Dans les couples de nos parents ou de nos grands-parents, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Il fallait passer par là, avoir des enfants, se marier sans trop se poser de questions sur la suite. Actuellement, le mouvement s'est inversé. On reste convaincu de l'utilité du couple, de la nécessité du couple, mais cette nécessité, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus, donc qui devient de plus en plus propre à un individu particulier, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend, plus que par le passé sans doute, d'une orientation de projet. Du point de vue sociologique, les couples qui semblent mieux marcher que les autres, alors à nouveau, il ne s'agit pas d'être déterministe, il n'y a pas une recette parfaite qui vous indiquerait que vous avez 100% de chance de rater ou de réussir votre couple. C'est ceux qui insistent sur le fait que les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer par rapport à une dynamique collective, que l'idée d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir des intérêts communs, de faire passer le groupe, la famille, les enfants, avant ce développement individuel, personnel dont nous venons de parler, constitue une valeur dominante. C'est ce que nous avons appelé avec Jean Kellerhals et René Lévy les couples de style compagnonnage, qui sont des couples qui mettent vraiment l'accent sur la dimension collective de l'existence, également dans leur rapport avec les amis, avec la cité, avec la parenté. Cette idée que y a un nous qui domine les intérêts individuels. Et on a remarqué que ces couples-là avaient une probabilité de survie un peu plus élevée que ceux où l'insistance sur l'individu
Non, aurait la primeur. Je souris parce que quand on préparait cette émission, je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce que c'est une question, être en couple, c'est renoncer, ça vous a fait réagir? Et en fait, vous venez de me dire ça, c'est-à-dire que être en couple, c'est renoncer à une partie de soi. Être en couple, c'est se redéfinir pour se voir soi-même en tant que membre d'un groupe, finalement. Voilà, donc vous avez écouté le document, j'espère que vous avez réussi à comprendre le sens global du texte. On va voir ensemble pour les réponses. Donc, quelle est la nature du document? Ici, on n'a pas beaucoup de détails en fait sur ce document. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que ce document est un entretien radiophonique. Donc c'est un entretien à la radio. C'est la seule chose qu'on sache ici, puisque le nom de la radio n'est pas donné et le nom de l'intervenant non plus, ni le nom de la journaliste. Donc en fait, on ne connaît pas grand-chose de ce document. La seule chose qu'on puisse savoir, c'est que c'est un entretien radiophonique. Voilà. Deuxième question. Quel est le thème principal de ce document? Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre le thème principal. Le thème de l'entretien est l'évolution des valeurs fondatrices des couples. Donc ça signifie que l'entretien parle des changements dans les valeurs qui fondent les couples, les valeurs qui créent les couples. Donc pourquoi est-ce que les gens se mettent en couple? Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs valeurs? Quelle est leur morale? Pourquoi ils se mettent ensemble? Est-ce que les gens, par exemple, se mettent en couple pour des raisons financières, donc pour l'argent? Est-ce qu'ils se mettent en couple par amour? Est-ce qu'ils se mettent en couple pour d'autres raisons? Donc le thème, c'est l'évolution des valeurs fondatrices des couples. Voilà, on va réécouter cet entretien une deuxième fois et je vais vous poser 3 questions. La première question, donc selon Eric Widmer c'est l'intervenant, donc c'est l'homme qui parle dans cet entretien. Selon Eric Widmer, quelles valeurs ont pris de l'importance aux yeux des couples? Prendre de l'importance, c'est comme gagner de l'importance. Ça veut dire avoir une importance qui augmente, devenir plus important. Donc pour les couples, aux yeux de quelqu'un, ça veut dire pour quelqu'un. Donc pour les couples, quelles valeurs sont devenues plus importantes, selon Eric Widmer? Deuxième question, quelle est la différence majeure entre les couples actuels et les couples du siècle dernier? Donc ça veut dire, quelle est la différence principale entre les couples actuels, c'est-à-dire les couples de maintenant, et les couples du siècle dernier, donc les couples d'il y a 100 ans. Enfin, troisième question, quel type de couple
semblent avoir le plus de chances de réussir. Donc quel type de couple, quelle sorte de couple ont le plus de chances de réussir selon l'intervenant? Voilà, je vais vous laisser réécouter ce texte et essayer de répondre à ces 3 questions. Bon courage! Est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal? Il me semble qu'il y a quelques décennies, elle était assez classique et commune à tous. Aujourd'hui, il me semble que chacun a des attentes différentes. Oui, non? Je dirais que le point commun peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. L'idée que le couple ne fait sens que s'il permet à un individu ou aux 2 conjoints de se réaliser dans leur vie. Dans les couples de nos parents ou de nos grands-parents, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Il fallait passer par là, avoir des enfants, se marier sans trop se poser de questions sur la suite. Actuellement, le mouvement s'est inversé. On reste convaincu de l'utilité du couple, de la nécessité du couple, mais cette nécessité, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus, donc qui devient de plus en plus propre à un individu particulier, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend, plus que par le passé sans doute, d'une orientation de projet. Du point de vue sociologique, les couples qui semblent mieux marcher que les autres, alors à nouveau, il ne s'agit pas d'être déterministe, il n'y a pas une recette parfaite qui vous indiquerait que vous avez 100% de chance de rater ou de réussir votre couple. C'est ceux qui insistent sur le fait que les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer par rapport à une dynamique collective, que l'idée d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir des intérêts communs, de faire passer le groupe, la famille, les enfants, avant ce développement individuel, personnel dont nous venons de parler, constitue une valeur dominante. C'est ce que nous avons appelé avec Jean Kellerhals et René Lévy les couples de style compagnonnage, qui sont des couples qui mettent vraiment l'accent sur la dimension collective de l'existence, également dans leur rapport avec les amis, avec la cité, avec la parenté. Cette idée que y a un nous qui domine les intérêts individuels. Et on a remarqué que ces couples-là avaient une probabilité de survie un peu plus élevée que ceux où l'insistance sur l'individu aurait la primeur. Je souris parce que quand on préparait cette émission, je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce que c'est une question, être en couple, c'est renoncer? Ça vous a fait réagir. Et en fait, vous venez de me dire ça. C'est-à-dire que être en couple, c'est renoncer à une partie de soi. Être en couple, c'est se redéfinir pour se voir soi-même en tant que membre d'un groupe, finalement. Bien, on va regarder ensemble les réponses.
Alors, première question. Selon Eric Widmer, quelles valeurs ont pris de l'importance aux yeux des couples ? Donc, l'individualisme et la réussite personnelle ont pris de l'importance au sein des couples. Au sein d'eux, ça veut dire à l'intérieur d'eux. Donc, au sein des couples, ça veut dire à l'intérieur des couples, dans les couples. Eric Widmer dit en effet, dans le document, que si la majorité des gens pensent encore que le couple est important, que le couple est nécessaire, maintenant les gens ont changé leur vision du couple et considèrent que c'est quelque chose qui est nécessaire pour obtenir des objectifs personnels et pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir réussir d'un point de vue personnel. Donc l'individualisme et la réussite personnelle ont pris de l'importance au sein des couples. Question numéro 2. Quelle est la différence majeure entre les couples actuels et les couples du siècle dernier ? Donc la réponse, autrefois, le fait d'être en couple était une étape quasi obligatoire de la vie sociale. Donc ça, Eric Widmer le dit directement. Et en effet, autrefois, c'est peut-être un peu la même chose d'ailleurs en Chine. À la génération de nos parents, les gens se mettaient en couple et se mariaient, pas forcément parce qu'ils s'aimaient, mais parce que la société imposait un peu ça. Il n'y a pas de loi, mais comme tout le monde se marie dans la société, c'est une étape qui est obligatoire. Ici, j'ai dit quasi obligatoire. Quasi veut dire presque. Quasi obligatoire, presque obligatoire. Donc, autrefois, le mariage était une étape obligatoire de la vie sociale, alors qu'aujourd'hui, le mariage n'est envisagé que s'il apporte quelque chose à chaque membre du groupe. Alors, d'abord, je vais expliquer un peu le vocabulaire que j'ai utilisé. Envisager quelque chose, ça veut dire penser à faire quelque chose. On l'utilise souvent pour des projets. Par exemple, j'envisage de partir en Chine. Ça veut dire je pense à partir en Chine. Donc en France, pour les couples actuels, il y a moins de pression sociale. Ça veut dire que la société nous impose moins de choses que pour les couples de nos parents. Et donc maintenant, le mariage n'est plus une étape obligatoire. Donc pourquoi les gens se marient maintenant ? Les gens considèrent toujours que le mariage est important, mais ils se marient que si ce mariage peut apporter quelque chose à chaque personne dans le couple. Ce n'est pas apporter quelque chose au couple en général, mais apporter quelque chose à chaque personne individuellement. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait que l'individualisme et la réussite personnelle étaient de plus en plus importantes. Troisième question. Quel type de couple semble avoir le plus de chances de réussir ? Donc la réponse, selon Eric Widmer, les couples qui réussissent le mieux sont ceux qui placent l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Et il appelle ces couples des couples de compagnonnage. Donc on a vu tout à l'heure que dans les couples français actuels, l'individualisme et la réussite personnelle prenaient de l'importance. On a vu que les gens, maintenant, se mariaient que s'ils ne pouvaient trouver un profit personnel, alors qu'autrefois ils se mariaient parce que c'était une étape obligatoire. Mais Eric Widmer nous dit que les couples qui réussissent le mieux, c'est ceux qui placent l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Ça veut dire ceux qui considèrent que le couple est plus important que l'individu. Donc c'est des gens qui ne sont pas individualistes. Et il appelle ces couples des couples de compagnonnage. Compagnon signifie ami, donc compagnonnage, ça veut dire se tenir compagnie, des couples qui s'aident, qui s'entraident. Donc voilà pour les 3 questions. Si vous avez bien regardé, vous avez vu qu'en dessous, j'ai rajouté une 4e question. Donc pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser le document, donc vous pouvez réécouter le document. Vous pouvez également utiliser les réponses des questions précédentes. Donc question numéro 4. Quelles conséquences cette situation pourrait-elle avoir ? Donc à partir des réponses qu'on a données tout à l'heure, aux 3 premières questions, ou alors directement à partir des propos d'Eric Widmer, quelles conséquences vous pensez que cette évolution des valeurs fondatrices des couples va avoir pour l'avenir ? Donc selon vous, à cause de ces changements, qu'est-ce qui pourrait se produire dans l'avenir ? Voilà, je vous laisse un petit temps pour répondre à cette question et je reviens ensuite avec la réponse. À tout à l'heure.
Voilà, on va voir si vous avez trouvé une réponse convenable. Donc, bien sûr, à cette question, il peut y avoir plusieurs réponses, puisque je vous demande votre avis. Vous pouvez avoir l'avis que vous voulez, bien sûr. Bon, il me semble quand même qu'il y a une réponse qui est plus logique que les autres, c'est celle que je vais vous donner tout de suite. Après, vous pouvez très bien avoir trouvé une autre réponse qui est tout à fait valide aussi. Donc, quelles conséquences cette situation pourrait-elle avoir ? Selon Eric Widmer, les couples s'individualisent de plus en plus. Donc c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, que les couples étaient de plus en plus individualistes. Mais les couples qui réussissent le mieux sont ceux de style compagnonnage. Si cette situation continue d'évoluer dans ce sens, le taux de divorce en France risque d'augmenter. Comme il y a de plus en plus de couples individualistes, mais que les couples qui réussissent le mieux sont les couples qui s'entraident, qui placent le couple avant l'individu, si cette situation continue, forcément, le nombre de divorces risque d'augmenter. Donc, voilà pour les questions. On va réécouter une fois ce document. Cette fois-ci, je vais vous donner la transcription de l'entretien. Mais comme vous pouvez voir, il manque des mots dans la transcription. Donc, je vais vous demander de réécouter une fois l'entretien et d'essayer de trouver les mots qui manquent dans cette transcription. Voilà, donc vous réécoutez l'entretien et vous complétez la transcription avec les mots manquants. Bon courage! Est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal? Il me semble qu'il y a quelques décennies, elle était assez classique et commune à tous. Aujourd'hui, il me semble que chacun a des attentes différentes. Oui, non? Je dirais que le point commun peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. L'idée que le couple ne fait sens que s'il permet à un individu ou aux deux conjoints de se réaliser dans leur vie. Dans les couples de nos parents ou de nos grands-parents, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Il fallait passer par là, avoir des enfants, se marier sans trop se poser de questions sur la suite. Actuellement, le mouvement s'est inversé. On reste convaincu de l'utilité du couple, de la nécessité du couple, mais cette nécessité, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus, donc qui devient de plus en plus propre à un individu particulier, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend, plus que par le passé sans doute, d'une orientation de projet. Du point de vue sociologique, les couples qui semblent mieux marcher que les autres, alors à nouveau, il ne s'agit pas d'être déterministe, il n'y a pas une recette parfaite qui vous indiquerait que vous avez 100% de chance de rater ou de réussir votre couple. C'est ceux qui insistent sur le fait que les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer par rapport à une dynamique collective, que l'idée d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir des intérêts communs, de faire passer le groupe, la famille, les enfants, avant ce développement individuel, personnel dont nous venons de parler, constitue une valeur dominante. C'est ce que nous avons appelé avec Jean Kellerhals et René Lévy les couples de style compagnonnage, qui sont des couples qui mettent vraiment l'accent sur la dimension collective de l'existence, également dans leur rapport avec les amis, avec la cité, avec la parenté. Cette idée que y a un nous qui domine les intérêts individuels. Et on a remarqué que ces couples-là avaient une probabilité de survie un peu plus élevée que ceux où l'insistance sur l'individu aurait la primeur. Je souris parce que quand on préparait cette émission, je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce que c'est une question, être en couple, c'est renoncer, ça vous a fait réagir? Et en fait, vous venez de me dire ça, c'est-à-dire que être en couple, c'est renoncer à une partie de soi. Être en couple, c'est se redéfinir pour se voir soi-même en tant que membre d'un groupe,
finalement. Voilà, j'espère que c'était pas trop difficile. On va regarder ensemble la transcription complète. Donc voici la transcription et donc j'ai remis en couleur les mots qui manquaient tout à l'heure. Donc je vais relire les passages avec les mots manquants de façon à ce que vous puissiez écouter. Donc première phrase, est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal? Voilà, donc le mot c'était couple idéal. Ensuite, nous avions voilà, elle était assez classique et commune à tous. Elle était assez classique et commune à tous. Le mot suivant, je dirais que le point commun, peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. Donc ici, on avait deux expressions. Premier mot, c'était insistance. Une insistance, cette insistance plus grande. Et ensuite, pour la réalisation personnelle. Les deux expressions suivantes, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Donc un destin social et un destin collectif. Le mot suivant, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus. L'expression, c'était une trajectoire personnelle. L'expression suivante, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Donc ici, les deux mots, c'était son rythme sentimental. Enfin, le dernier pour ce paragraphe. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend plus que par le passé sans doute d'une orientation de projet. Il fallait trouver orientation de projet. Le paragraphe suivant, du point de vue sociologique, le mot à trouver était sociologique. Ensuite, à la ligne suivante, qui vous indiquerait que vous avez 100% de chance de rater ou de réussir votre couple. Ici, il fallait trouver 100% de chance. Ensuite, les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer par rapport à une dynamique collective. Le mot à trouver, c'était s'effacer. Le mot suivant, avant le développement individuel, personnel dont nous venons de parler, constitue une valeur dominante. Le mot à trouver était dominante. À la ligne suivante, les couples de style compagnonnage. Les couples de style compagnonnage. Ligne suivante, également dans leur rapport avec les amis, avec la cité, avec la parenté. Ici, il fallait trouver avec la cité. Avec la cité. Et à la ligne suivante,
et on a remarqué que ces couples-là avaient une probabilité de survie un peu plus élevée que ceux où l'insistance sur l'individu aurait la primeur. Ici, il fallait trouver deux mots. Le premier, c'était une probabilité, et le second, la primeur. Enfin, dans le dernier paragraphe, est-ce que c'est une question? Être en couple, c'est renoncer? Ici, il fallait trouver être en couple, c'est renoncer? Voilà. Maintenant, on va regarder la transcription partie par partie. Donc, je vous donne la première partie de la transcription, avec la première question de la journaliste et la première réponse d'Eric Widmer. Et je vous ai sélectionné quelques mots dedans. C'est les mots que je vais expliquer tout à l'heure. Je vous laisse réécouter une fois cette partie et essayer de trouver le sens de ces mots. Donc, cherchez le sens de ces mots sans utiliser de dictionnaire. Avec le contexte, est-ce que vous pouvez trouver le sens de ces mots? Je vous revois tout de suite après. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal? Il me semble qu'il y a quelques décennies, elle était assez classique et commune à tous. Aujourd'hui, il me semble que chacun a des attentes différentes. Oui, non? Je dirais que le point commun peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. L'idée que le couple ne fait sens que s'il permet à un individu ou aux deux conjoints de se réaliser dans leur vie. Dans les couples de nos parents ou de nos grands-parents, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Il fallait passer par là, avoir des enfants, se marier sans trop se poser de questions sur la suite. Actuellement, le mouvement s'est inversé. On reste convaincu de l'utilité du couple, de la nécessité du couple, mais cette nécessité, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus, donc qui devient de plus en plus propre à un individu particulier, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend, plus que par le passé sans doute, d'une orientation de projet. Voilà, on va regarder ensemble. Donc je vais vous expliquer le sens de ces mots, et d'abord je vais commencer par lire. Donc Florence Farion. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui une image de couple idéal?
il me semble qu'il y a quelques décennies, elle était assez classique et commune à tous. Aujourd'hui, il me semble que chacun a des attentes différentes. Oui? Non? Je dirais que le point commun, peut-être, c'est cette insistance plus grande que par le passé sur la fonction du couple pour la réalisation personnelle. L'idée que le couple ne fait sens que s'il permet à un individu ou aux deux conjoints de se réaliser dans leur vie. Dans les couples de nos parents ou de nos grands-parents, on se mettait certes en couple parce qu'on s'aimait, mais ça participait à une sorte de destin social, un destin collectif. Fallait passer par là. Avoir des enfants, se marier sans trop se poser de questions sur la suite. Actuellement, le mouvement s'est inversé. On reste convaincu de l'utilité du couple, de la nécessité du couple, mais cette nécessité, elle est rapportée à une trajectoire personnelle qui s'individualise de plus en plus. Donc, qui devient de plus en plus propre à un individu particulier, avec son rythme professionnel, son rythme sentimental propre. Et donc, de ce point de vue-là, le couple dépend plus que par le passé, sans doute, d'une orientation de projet. Voilà, on va voir ensemble les mots que j'ai choisi d'expliquer. Donc le premier mot, c'est une décennie. La première partie de ce mot, DEC, signifie 10. Une décennie, c'est 10 ans. Un siècle, 100 ans. Un millénaire, 1000 ans. Ensuite, j'ai choisi une expression, faire sens. Quelque chose qui fait sens, c'est quelque chose qui est logique, qui a du sens, qui a une signification. Donc par contre, attention, l'Académie française, qui est l'organisation qui s'occupe du français, de savoir quelles règles de français sont justes et quelles règles sont fausses, donc l'Académie française n'admet plus cette expression. L'expression était admise avant, faire sens. Maintenant, elle n'est plus admise et donc l'Académie française recommande d'utiliser avoir du sens ou prendre du sens. Donc si vous voyez faire sens dans un texte, c'est pas une faute, mais c'est mieux d'utiliser avoir du sens ou prendre du sens. Le mot suivant, c'est le mot certes. Certes a plusieurs sens. Son premier sens, c'est certainement, bien sûr, assurément. Donc il peut être utilisé seul. Il est grand, certes. Ici, certes veut juste dire oui, certainement. C'est sûr. Il peut aussi être utilisé avec une nuance. Même phrase, il est grand. Certes, mais je suis plus grand que lui. Oui, c'est sûr, il est grand. On peut aussi formuler la phrase de cette façon. Il est certes grand, mais je suis plus grand que lui. Donc vous voyez ici, le mot certes, suivi de mais, permet d'ajouter une nuance à une phrase. C'est un peu l'équivalent du chinois 虽然但是 他虽然很高但是我比他高 Il est certes grand, mais je suis plus grand que lui. Enfin, la dernière expression, c'est trajectoire personnelle. Alors, le mot trajectoire signifie direction ou route. Par exemple, la trajectoire d'un avion, c'est la direction qu'il prend. Par exemple, cet avion va de Paris à Pékin. Alors, la trajectoire de cet avion, c'est la direction de Paris à Pékin. On peut dire aussi c'est la route qu'il prend, le chemin qu'il prend. Donc une trajectoire personnelle, c'est une direction personnelle. Ça veut dire dans quelle direction va votre vie, quel chemin suit votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble de la carrière de quelqu'un, tous les métiers qu'il a eus. C'est sa trajectoire personnelle, le chemin qu'il a suivi. Bien, on va regarder ensemble la dernière partie de la transcription et je vais commencer par lire. Du point de vue sociologique, les couples qui semblent les mieux marcher que les autres, alors, à nouveau, il ne s'agit pas d'être déterministe, il n'y a pas de recette parfaite qui vous indiquerait que vous avez 100% de chances de rater ou de réussir votre couple. C'est ceux qui insistent sur le fait que les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer par rapport à une dynamique collective, que l'idée d'être ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir des intérêts communs, de faire passer le groupe, la famille, les enfants, avant le développement individuel, personnel, dont nous venons de parler, constitue une valeur dominante. C'est ce que nous avons appelé, avec Jean Kerléal et René Lévy, les couples de style compagnonnage, qui sont des couples qui mettent l'accent sur la dimension collective de l'existence. Également, dans leur rapport avec les amis, avec la cité,
avec la parenté. C'est l'idée que il y a un nous qui domine les intérêts individuels. Et on a remarqué que ces couples-là avaient une probabilité de survie un peu plus élevée que ceux où l'insistance sur l'individu aurait la primeur. Non, là je souris parce que quand on préparait cette émission, je vous ai posé la question. Je vous ai dit, est-ce que c'est une question? Être en couple, c'est renoncer? Et ça vous a fait réagir. Mais en fait, vous venez de me dire ça. C'est-à-dire qu'être en couple, c'est renoncer à une partie de soi. Être en couple, c'est se redéfinir pour se voir soi-même en tant que membre d'un groupe finalement. Voilà, donc on va regarder ensemble les mots que j'ai choisi d'expliquer. Alors, le premier mot, c'est déterminisme. Le déterminisme, ça consiste à penser qu'il n'y a pas d'effet sans cause, que chaque effet a été déterminé par une cause. Donc ici, dans le texte, quand il dit « il ne s'agit pas d'être déterministe », ça signifie « ce n'est pas vrai à chaque fois ». Il veut dire que c'est pas à chaque fois vrai que les couples qui sont de style compagnonnage sont mieux que les autres couples. C'est pas vrai à chaque fois, mais c'est plus souvent vrai. L'expression suivante, c'est la recette parfaite. Vous connaissez les deux mots. Le mot recette, normalement, c'est une méthode pour faire la cuisine, une recette de cuisine. Mais le mot a un autre sens, ça peut être juste une méthode. Donc une recette parfaite, c'est une méthode parfaite. Ensuite, le verbe s'effacer, donc verbe pronominal. Normalement, si c'est pas un verbe pronominal, donc le verbe effacer, ça signifie faire disparaître quelque chose en frottant. Par exemple, on utilise une gomme pour effacer quelque chose qu'on a écrit sur un papier. Ou alors on peut dire qu'on efface les taches sur la vaisselle lorsqu'on lave la vaisselle. On frotte sur quelque chose pour retirer, faire disparaître quelque chose. Donc ici, s'effacer, le verbe pronominal, ça veut dire se ranger de côté pour faire de la place à quelqu'un. Ou alors éviter de se faire remarquer. Donc ici, le fait que les individus doivent en quelque sorte un peu s'effacer, ça signifie que chaque individu doit essayer de disparaître un petit peu, pas entièrement, mais un petit peu, pour faire de la place au couple. Le verbe s'effacer a également un autre sens, qui est éviter de se faire remarquer. L'expression suivante, c'est une dynamique collective. Vous connaissez le mot dynamique en tant qu'adjectif. Ici, c'est un nom, une dynamique. Une dynamique en tant que nom, ça signifie un mouvement. Donc une dynamique collective, c'est un mouvement où les actions de tous les membres d'un groupe dans le but d'atteindre un objectif commun. Donc collective, ça veut dire un groupe, dynamique, c'est mouvement. Donc une dynamique collective, ça veut dire que toutes les personnes qui font partie d'un groupe vont faire ensemble la même chose pour atteindre un objectif commun. Le mot suivant, c'est un adjectif, l'adjectif dominant. Donc quelque chose qui est dominant, c'est quelque chose qui joue le rôle principal ou qui est plus important, qui est la chose la plus importante. Ici dans la phrase, le groupe, la famille, constitue une valeur dominante, c'est-à-dire que pour ces couples, le groupe ou la famille sont la chose la plus importante. Ensuite, on a une expression mettre l'accent sur. Donc mettre l'accent sur quelque chose, ça signifie insister sur quelque chose, donner de l'importance à quelque chose. Donc ici, sur la transcription, il dit des couples qui mettent l'accent sur la dimension collective de l'existence. Ça signifie ce sont des couples qui donnent beaucoup d'importance, qui donnent le plus d'importance à l'aspect, à la partie collective de la vie. Finalement, le dernier mot, c'est un verbe, le verbe renoncer. Renoncer à quelque chose, ça signifie abandonner quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez dans le verbe renoncer, la partie du milieu, c'est non, comme refuser, non, oui et non. Donc renoncer, c'est refuser de continuer, abandonner quelque chose. Ah, le français c'est vraiment trop difficile, je renonce. Voilà, ça signifie j'abandonne.
Et donc, quand la journaliste demande « être en couple, c'est renoncer », ça signifie « est-ce que être en couple, ça veut dire devoir abandonner quelque chose ?» Et ensuite, elle dit que être en couple, c'est renoncer à une partie de soi. Donc être en couple, ça signifie, ça veut dire abandonner une partie de soi-même. Voilà, donc le cours de français d'aujourd'hui s'arrête ici. Je vous conseille de réécouter l'entretien plusieurs fois, si vous voulez, avec la transcription. Quand vous arrivez à bien tout comprendre avec la transcription, réécoutez sans transcription, jusqu'à ce que vous compreniez l'essentiel. Et comme d'habitude, plus vous écoutez, mieux c'est. Alors je peux que vous encourager à écouter tout ce que vous trouvez en français, site internet, chansons, films, séries, tout ce que vous voulez, tout est bon. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit la prochaine fois. Au revoir.